Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Ismat Biotchane Mamadou est nommée présidente de la Cour des comptes. Assemblée nationale et séminaire de renforcement des capacités du groupe de sécurité, c'est à travers un séminaire de formation sur leur rôle et responsabilités au sein de l'administration parlementaire. Et puis, les membres de l'autorité de régulation de l'électricité s'imprègnent du plan d'investissement 2021-2025 de la SBEE, un acte qui intervient conformément aux dispositions légales en vigueur dans le secteur de l'électricité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Après avis du Conseil supérieur de la magistrature et consultation du président de l'Assemblée nationale, Ismat Biotchane Mamadou est nommée présidente de la Cour des comptes. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres d'hier mercredi. Les précisions avec Jérôme Humbo. À l'occasion de la réforme constitutionnelle consacrée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, le Bénin s'est doté d'une Cour des comptes. Cette institution supérieure de contrôle des finances publiques répond aux normes établies par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. L'article 134-4 de la loi précise, je cite, « La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont déterminés par une loi organique qui fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes. » Ainsi, ce mercredi 28 avril 2021, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Ismat Biotchane, épouse Mamadou, au poste de président de cette Cour. Originaire de Djougou, dans le département de la Donga, elle est magistrat de haut rang, cadre A112, dont la promotion justifie toute son expérience et son parcours hors pair. Elle devient ainsi la première présidente de la Cour des comptes du Bénin, une institution née de la révision de la Constitution en novembre 2019. Avant sa nomination, Madame Ismat Biotchane, épouse Mamadou, était à la tête de la Chambre des comptes de la Cour suprême à Porto Novo. Toujours à Porto Novo, à l'Assemblée nationale, les membres du groupe de sécurité renforcent leurs capacités. C'est à travers un séminaire de formation sur leur rôle et responsabilités au sein de l'administration parlementaire. On fait le point avec Guillaume Avieno. Cadres, officiers et hommes de rang du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale mobilisés pour toute la journée de ce mardi. Le groupe de sécurité de l'Assemblée nationale se penche en fait sur les missions et fonctionnements de l'institution et de son rôle dans l'administration parlementaire. Ce séminaire vise de façon spécifique à présenter aux éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale les organes politiques et administratifs du Parlement, présenter le règlement intérieur du Parlement aux éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale, imprégner les éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale sur leur rôle et responsabilités au sein de l'administration parlementaire. 3 communications présentées par des experts maison servent de base pour les échanges
à la faveur de ce séminaire. La rencontre autorisée par le président de l'Assemblée nationale et organisée par l'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin, devrait permettre aux participants de mieux s'imprégner du fonctionnement de l'Assemblée nationale et des rôles, mais aussi des responsabilités qui sont les leurs au sein de l'administration parlementaire, insistent les organisateurs du séminaire. Venons-en à présent à cet acte de justice qui défraie la chronique depuis quelques jours. L'acte de reconnaissance de paternité embrase la toile et déchaîne les passions. Seulement, voilà, cette disposition n'est pas nouvelle et le plus important est que la loi protège l'enfant. Le sujet a intéressé Serge Ayaka. En son article 140. Une déclaration sur l'honneur, un acte de reconnaissance de paternité quand on n'est pas dans les liens du mariage. Voilà établis les préalables pour les parents, notamment le père d'un enfant à naître. La reconnaissance de paternité est un acte de volonté unilatérale de l'émettant, acte par lequel il déclare être le père de cet enfant. La disposition n'est pas nouvelle. Le Code de l'enfant voté en 2015 l'a clairement défini dans ses articles 141 et 148. Tout enfant conçu doit être reconnu par son géniteur dans les 3 premiers mois de la conception par les moyens d'une déclaration sur l'honneur faite devant l'autorité administrative la plus proche du lieu de sa résidence. Le Code de l'enfant l'a prévu, le Code de l'enfant est entré en vigueur depuis le 30 mars 2016. Donc ce n'est pas une nouvelle disposition. Dans la logique du droit béninois, est père de l'enfant l'homme qui se trouve dans les liens de mariage avec la mère au moment où cet enfant est conçu. C'est l'idéal basé sur le mariage. Seulement voilà, nul n'est obligé de se marier. Alors question, que devient l'enfant né hors mariage? Que sera-t-il à l'état civil? C'est à la recherche de la réponse à cette question que le législateur a précisé son intention. Alors que dans le Code de l'enfant, il avait exigé que la femme présente l'acte de reconnaissance de grossesse, il a enfin disposé que l'agent de déclaration ne porte sur le registre ou sur la fiche plutôt de déclaration les informations du présumé père qu'au vu de l'acte de reconnaissance de paternité de l'enfant. Cette disposition de la loi vient clarifier l'esprit du Code de l'enfant en ce qui concerne l'acte de reconnaissance de paternité. C'est comme une injustice qui vient d'être corrigée quant à la présomption de paternité, avec en point de mire l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça permet non seulement de donner un nom à un enfant, de lui donner une identité, mais au-delà de ça, la reconnaissance permet à un enfant de rentrer dans la famille de son géniteur. En dehors des aspects liés à l'enfant, la reconnaissance de paternité apparaît comme un élément structurant de la vision de transformation de l'état civil au Bénin. Le Bénin qui ambitionne depuis 2016 de devenir la plateforme de services numériques de la sous-région ouest africaine. Et conformément aux dispositions légales en vigueur, la SBEE, en tant qu'opératrice dans le secteur de l'électricité, a présenté son plan d'investissement 2021-2025 aux membres de l'autorité de régulation de l'électricité. C'est une présentation technique destinée à ces acteurs. Le point avec Lénaïk Aguazao. Un exercice majeur réunit ici cadres de la SBEE et conseillers de l'autorité de régulation de l'électricité, l'ARE. Il s'agit de la présentation du programme d'investissement de la Société béninoise d'énergie électrique pour la période 2021-2025. Une obligation pour la SBEE qui, au regard du cadre légal régissant le secteur de l'électricité au Bénin, doit soumettre ce programme à l'ARE afin de recevoir l'avis conforme de l'autorité. On va vraiment améliorer la qualité de service dans un premier temps. C'est l'objectif premier d'améliorer la qualité de service, d'améliorer le nombre de clients accordés au réseau, donc d'électrifier l'ensemble avec le ministère, d'électrifier l'ensemble du pays,
Donc, c'est ça l'objectif global au niveau du plan d'investissement. Mais parallèlement à ça, il faut que l'ARE s'assure que les investissements sont faits dans un plan directeur qui fait en sorte qu'on contrôle le prix de revient de l'électricité et qu'on réponde aux besoins de la clientèle. Nous sortons de cette présentation avec une bonne impression. Nous nous sommes posé un certain nombre de questions qui ont trouvé leur solution, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique et la sécurité du système. Le plan a couvert l'ensemble de ces problématiques. Il y a des investissements sur le plan de la production, il y a des investissements sur le plan de l'extension du réseau, de l'accès de la population à l'électricité. Beaucoup de branchements seront faits dans le cadre de cet investissement et c'est une bonne chose pour le secteur de l'électricité au Bénin. L'autorité de régulation de l'électricité a pour mission de veiller au respect des lois et normes en matière de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et de protéger l'intérêt général tout en garantissant la continuité et la qualité du service. Intéressons-nous à présent à cette séance d'explication sur les nouvelles procédures simplifiées de création d'entreprises qu'offre le ministre de l'Économie, le ministère d'économie et des Finances. C'est une séance à laquelle les acteurs du secteur privé ont été conviés. On fait le point avec Robert Copin-Edor et Patrick Yimavo. La création d'entreprises au Bénin, c'est ce qui fait l'objet de cette séance d'échange. Face aux acteurs du secteur privé, le directeur des études de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APIES expose les innovations qu'apporte le gouvernement béninois pour simplifier les procédures de création d'entreprises. En matière de création d'entreprises, notre pays a fait de grandes avancées, notamment en mettant en place la plateforme monentreprise.bj qui permet aujourd'hui de créer son entreprise depuis chez soi, sans se déplacer, simplement en scannant l'ensemble des éléments, des documents nécessaires à la création de son entreprise. Vous scannez vos documents, vous vérifiez le nom de votre entreprise en ligne sur le site monentreprise.bj. Vous soumettez vos documents, vous payez 17 000 par mobile money ou par carte bancaire et vous formalisez votre entreprise et vous obtenez l'ensemble des éléments que vous aviez l'habitude d'obtenir en version papier, vous les obtenez dans votre boîte email, sécurisé par QR code, et donc vous n'avez pas besoin d'imprimer, vous avez à tout moment la possibilité, juste en flashant le code, de remonter au document original. C'est une grande avancée, nous voulons être les premiers, c'est une ambition affichée. L'amélioration du climat des affaires, un défi majeur de l'APIES. L'APIES, en tant qu'agence gouvernementale, doit permettre à tous les investisseurs, les entrepreneurs, de pouvoir créer leur activité sans entrave. Et c'est le rôle de l'APIES. Et donc, nous essayons de faire en sorte que l'ensemble des procédures qui concourent à la création d'entreprises soient simplifiées. Nous les prenons un par un, nous les revisitons, nous nous interrogeons sur la pertinence de chacune de ces procédures et puis nous décidons soit de leur suppression, soit de leur amélioration. L'idée, c'est d'avoir le moins de procédures possible et d'avoir celles que nous ne pouvons pas supprimer, éliminer. Nous essayons de faire en sorte qu'elles prennent moins de temps et qu'elles soient beaucoup plus faciles pour les jeunes entrepreneurs. Au rang des réformes entreprises dans le secteur privé figure également la suppression de la déclaration d'existence d'entreprise au service des impôts et celle de l'acte de mariage de la liste des pièces à fournir lors de l'établissement des documents d'identité. À Boïcon, les responsables du programme alimentaire mondial ont organisé une séance d'information au profit des potentiels fournisseurs du programme national d'alimentation scolaire intégré. Les producteurs identifiés fourniront des vivres de cantine scolaire. Et comment devenir fournisseur? Élément de réponse avec Ghislain Poguet. En ayant recours aux fournisseurs locaux pour l'acquisition de vivres, le programme alimentaire mondial fait l'option du consommant local. Dans la mise en œuvre du Programme national d'alimentation scolaire intégré, PNASI. Pour porter cette information aux fournisseurs, le PARM a organisé la présente séance d'information. Travailler avec tous ceux qui produisent
que ce soit le riz, que ce soit le niébé, que ce soit le maïs, pour pouvoir apprécier comment nous pouvons bâtir une collaboration pour que ce que vous produisez aille dans les écoles, là où nos enfants mangent. Et en faisant ainsi, le programme de cantine scolaire ne sera pas seulement bénéfique que pour les enfants, mais aussi pour vous qui produisez. Alors nous allons créer un environnement où on produit et on consomme localement et on est fiers de cela. Quel est le processus à suivre quand on doit fournir des vivres aux PAM dans le cadre du programme PNASI? Aucun stock ne peut aller dans les écoles s'il n'y a pas un prélèvement qui est fait, des tests au laboratoire et des résultats qui confirment que c'est bon. Mais avant, quelle est la procédure à suivre pour être agréé fournisseur? Pour devenir fournisseur du PAM, vous devez être enregistré. Il faut que vous soyez légalement constitué et soyez prêt aussi à faire un contrat avec le PAM. Cette séance d'information pour le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole pose les bases d'un partenariat entre fournisseurs et acheteurs. J'espère que cette rencontre sera le point de départ d'une merveilleuse aventure entre fournisseurs, ATDA et le PAM. Le PAM, à la fin de la séance, dit mettre de l'espoir en l'atteinte rapide des objectifs visés par cette démarche informative. On en vient à présent à ce protocole d'accord qui lie désormais Move Africa Bénin et Bénin Taxi Cotonou. Les deux partenaires s'associent pour contribuer à une efficacité des prestations de taxi Bénin. On fait le point avec Jean-Claude James et François Zissou. Move Africa Bénin Taxi. Un tandem qui prend corps à travers la signature de ce protocole d'accord. Et c'est une touche de modernité qui s'invite dans l'univers de ces moyens de transport. Ce partenariat est initié afin que ces taxis fassent du branding. Mais au même moment, il s'agira également, à travers ce partenariat, d'offrir à ces artisans Bénin Taxi la possibilité d'utiliser le corporate entre eux, non seulement pour communiquer entre eux, mais pour mieux communiquer avec leur clientèle, soit à travers les réseaux sociaux, le WhatsApp et tout. Cela s'inscrit dans l'approche d'accompagnement du gouvernement à promouvoir le secteur privé. Un rêve longtemps caressé qui se réalise pour Move Africa, ce réseau de téléphonie mobile qui a toujours guetté une occasion pour accompagner le processus de développement en cours au Bénin. Quand vous prenez un taxi, vous cherchez de la mobilité, c'est d'aller d'un point à un autre, le plus rapidement possible, en payant le moins cher et avec une qualité de service à la hauteur. Mais c'est exactement aujourd'hui la mission de Move Africa Bénin. C'est pour ça que moi, dès le premier jour, j'avais attaché beaucoup d'attention et d'intérêt à ce partenariat entre Move Africa Bénin et CEPD. À chaque fois que l'occasion s'est présentée, j'avais toujours marqué la volonté de Move Africa Bénin d'accompagner le gouvernement dans les efforts louables qu'il est en train de mener pour le développement de notre pays. 60 véhicules sont retenus pour la phase pilote qui va durer 6 mois. Les autres vont suivre après évaluation de ce partenariat qui vise la modernisation de la mobilité des personnes et des biens. Et on parle un peu Yoruba dans ce journal. Ishokan, c'est le nom de l'association des Yoruba du Bénin. Une association qui, en prélude à son assemblée générale, fait le tour des écoles pilotes conformément par son projet de promotion de la langue Yoruba au Bénin. Voici le point que nous fait ici Nicanor Kofikovi et Évariste Zomaon. À Ouida, il y a l'histoire et aussi de nombreux adorateurs de Python. Puis il y a cette école perdue aux confins du quartier Brésil. Quand ils quittent les couvents d'initiation, c'est ici que viennent quêter l'instruction les enfants Vodonsi. C'est ici aussi que Ishokan entretient l'une de ses pépinières de Yoruba faune. Ishokan s'est évertué avec la contribution de certains partenaires pour l'introduction de la langue Yoruba au sein de certaines écoles pilotes privées. Nous avons choisi aujourd'hui
Ouida, au sud, pour venir faire le contrôle de l'effectivité de l'apprentissage de la langue yoruba au sein de ces écoles-là. Ils viennent de Sakété, de Parakou, de Ouida, de partout dans le Bénin. Ils sont choquants et ils œuvrent pour la promotion de la langue yoruba dans le Bénin. Ils ont le soutien de l'UNESCO et l'onction des anciens pour qui ce projet n'est que continuité du vivre ensemble. Quand vous prenez la structure démographique de Ouida, le yoruba tient une place importante. Cette école voudrait jouer sa partition dans l'émergence de ce pays, dans le développement intégral de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté qu'on apprenne la langue yoruba. Et ce n'est pas seulement la langue yoruba. À Vodou-Wendo, ces petits écoliers savent leur alphabet et font leur apprentissage avec application. Ils savent la dictée, ils savent la poésie, ils savent l'art du chant, ils savent à petits coups leur yoruba. Vous avez compris, vous les avez vu qu'il y a un effort qui se fait aussi bien au niveau de l'enseignant, au niveau du personnel, au niveau des enfants même. On sent qu'il y a une volonté de réussir pour que vraiment, effectivement, d'ici à là, qu'on puisse comprendre la promotion de la culture yoruba dont la langue est le soubassement. Des graines de yoruba semées partout dans le Bénin. Ishokan fait une affaire d'identité culturelle, comme ici à Ouida où la visite de contrôle se termine en virée de bénédiction chez le roi des Yoruba de Ouida. Et des prières, il y en a eu pour que le succès soit. Et toute autre chose à présent, après avoir écouté la Sierra Leone et le Bénin, la commission de discipline de la Confédération africaine de football a pris sa décision. Elle a confirmé le rapport du match Sierra Leone-Bénin comptant pour la 4e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun qui va se jouer en 2022. Affaire Sierra Leone-Bénin. La commission de discipline de la Confédération africaine de football a tranché. Dans sa décision finale, en date du mardi 27 avril, la CAF a maintenu le report du match pour le mois de juin prochain. Selon la décision, après avoir examiné tous les documents de l'affaire et après avoir tenu une réunion et entendu les deux parties, le comité d'appel a décidé que l'appel de la Fédération sierra-léonaise de football demandant à gagner le match sur tapis vert est recevable, mais est rejeté en substance. La commission reconnaît que la Sierra Leone n'a pas respecté le protocole sanitaire de la COVID-19 concernant particulièrement la présentation des tests PCR comme prescrit dans le guide COVID-19 de la CAF. La commission a en outre décidé de la confirmation du report du match Sierra Leone-Bénin des éliminatoires de la CAN 2021 au mois de juin 2021. Dans son communiqué, le comité rappelle que les deux parties peuvent encore faire un recours. Selon l'article 48 des statuts de la CAF, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal arbitral du sport. La commission, dans sa délibération aux parties sierra-léonaises et béninoises, ajoute que la déclaration de recours devrait être envoyée directement au TAS dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification de la décision. Si aucune des deux parties n'envoie de recours en juin prochain, le Bénin aura donc, durant la trêve internationale de ce mois, 3 matchs à raison de 2 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et celui face à la Sierra Leone pour une qualification à la CAN Cameroun 2021. Un calendrier chargé à coup sûr pour Michel Dussuet et ses joueurs. Pour rappel, le match Sierra Leone-Bénin comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 n'a pas pu être joué comme prévu le 30 mars. Et pour cause, à la porte du stade, 6 titulaires des écureuils ont été déclarés positifs à la COVID-19 par le médecin sierra-léonais. Situation inexplicable du côté de la délégation béninoise.
Plusieurs heures sont perdues au stade. Dans un premier temps, la rencontre est repoussée avant d'être reportée par la CAF. Avec cette décision du 27 avril, la CAF reste donc sur sa position de départ. Et hors du Bénin, 2 journalistes espagnols et un Irlandais ont disparu lundi dernier suite à une attaque dans l'est du Burkina Faso. Et pendant ce temps, à Pékin, le gouvernement salue la décision prise par les États-Unis qui autorise les étudiants chinois à retourner dans les universités américaines. 2 journalistes espagnols et un Irlandais portés disparus depuis une attaque lundi dans l'est du Burkina Faso ont été exécutés, a annoncé mardi un responsable des services de sécurité burkinabé, Madrid confirmant lui aussi la mort de ces 2 ressortissants. Hier soir, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé a fait état dans un communiqué de 3 personnes de nationalité étrangère tués et un Burkinabé disparu, ainsi que 6 blessés dans l'attaque d'une patrouille anti-braconnage sur l'axe Fada-Ngourma-Pama. Pékin estime que la décision des États-Unis d'assouplir les restrictions liées au Covid-19 et imposées aux étudiants internationaux est une mesure positive. Après que les ressortissants chinois ont reçu le feu vert pour commencer l'année scolaire dans les universités américaines. La Chine continuera à examiner la question de la venue d'étudiants étrangers dans son pays sous l'angle de la sécurité contre l'épidémie et maintiendra la communication et la consultation avec toutes les parties, travaillant ensemble pour maintenir un nouvel ordre de santé, de sécurité et d'échange de personnel ordonné. Des manifestations contre le coup d'État militaire débutent avant le lever du soleil dans le sud de la Birmanie, avec les habitants de Dawei défilant des bougies à la main. Un deuxième groupe composé principalement de personnes de l'université organise ensuite une campagne pour dire non au coup d'État. Dans le village voisin de Laonglon, les habitants manifestent avec des panneaux écrits en anglais pour attirer l'attention de la communauté internationale. Aux Pays-Bas, les cafés recommencent à servir des clients à l'extérieur à La Haye, alors que le gouvernement néerlandais assouplit les mesures contre le Covid dans tout le pays, avec également une levée du couvre-feu. Les Néerlandais seront également autorisés à avoir 2 invités à la maison par jour au lieu d'un seul actuellement. Depuis le début de la crise sanitaire, l'année dernière, les Pays-Bas, qui comptent un peu plus de 17 millions d'habitants, ont enregistré plus de 1,3 million de cas de Covid-19 et la mort de plus de 16 000 personnes liées à cette maladie. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À bientôt.